Bonjour à tous, bienvenue dans les studios du Figaro. Emmanuel Macron reçoit ce vendredi les industriels de la défense. Qu'attendre, qu'espérer? Les éclairages dans un instant d'un spécialiste du budget de la défense qu'il a porté pendant de nombreuses années à l'Assemblée nationale et d'un spécialiste puisqu'il a été conseiller défense de Michel Barnier, François Cornu-Gentil. Faut-il croire à la bonne foi de Vladimir Poutine? Le président russe s'est dit d'accord, sous condition, sur la proposition d'un cessez-le-feu en Ukraine. Qu'en pensent les Français? L'éclairage et le décryptage dans cette émission d'Erwan Lestran de l'Institut Odoxa. Et puis on reviendra sur les menaces de Donald Trump contre le vin, contre le cognac, contre le champagne. Les exportateurs français retiennent leur souffle, ils affûtent leurs argumentaires. Nous serons en direct de Chassagne-Montrachet au lieu des grands vins de Bourgogne. Au programme, réaction et point de vue. Bonjour François Cornu-Gentil. Bonjour. On va parler d'armement, de défense, de budget, mais vous avez travaillé avec Michel Barnier, vous en êtes très proche, et j'ai vu en couverture de Paris Match qu'il pensait à 2027. Vraiment ? Tout le monde y pense, parce qu'on voit bien que notre pays est dans une situation très particulière, pas seulement notre pays, le monde, l'Europe, tout ça est en train de se reconfigurer à une vitesse folle. Et donc Michel Barnier, avec son expérience, avec la crédibilité qu'il a au niveau européen, reste dans le jeu. Ça me paraît un atout pour la France. Donc il pense à une éventuelle candidature à la présidentielle de 2027 ? Avoir un plan de carrière serait peu raisonnable à son âge. En revanche, se mettre de côté serait aussi absurde. Je pense qu'il y a encore une fois une expérience, une crédibilité qui peut être utile à notre pays. Donc c'est utile à notre pays que Michel Barnier reste dans le jeu. Alors on va parler de l'actuel locataire de l'Élysée, Emmanuel Macron. Qu'attendez-vous de sa rencontre de ce vendredi avec les industriels de l'armement ? Je pense qu'ils ont beaucoup de choses à se dire. Emmanuel Macron a annoncé un plan véritablement de relance pour notre défense. La situation politique est quand même très fragile. Les industriels sont prêts à répondre présent, mais il faut qu'ils soient sûrs que ce plan puisse se dérouler dans la durée. C'est ça la difficulté. Euronext, au-delà des annonces, il faut passer à des commandes. Est-ce que vous pensez qu'ils doivent parler de ce qui vient de se passer à la Bourse de Paris? Euronext, l'entreprise qui gère le CAC 40, avait compté exclure Thales, Airbus, Safran d'un indicateur qui s'appelle le CAC 40 ESG, c'est-à-dire un CAC 40 vertueux qui défend l'environnement, la RSE, la finance et la défense, effectivement, ça semble pas faire encore bon ménage. Depuis un certain nombre d'années, effectivement, les industriels de la défense sont pas très bien vus par la finance, qui se part de toutes les vertus, cette finance. Je crois qu'à partir du moment où il y aura de la commande et de l'argent, on verra la finance évoluer très vite. Donc, je pense que ça peut bouger très vite si, effectivement, les financements sont là, les financements d'État. Peut-on augmenter précisément, justement, ces financements d'État? Peut-on augmenter le budget de la défense aujourd'hui, sachant qu'on est quand même au taquet en matière de dépenses, en matière d'impôts, sans toucher aux impôts, sans toucher aux dépenses sociales? Vous, qui avez conseillé Michel Barnier, qui a été censuré pour avoir touché au budget de la sécurité sociale, qu'est-ce que cela vous inspire? Il faut bien avoir conscience qu'on n'est pas simplement sur une augmentation de budget et peut-être limiter le problème qui serait déjà énorme à la dépense sociale. On est en réalité, si on veut engager ce qui a été évoqué par le président Macron, on est sur un vrai changement de politique en réalité. Et de politique pas seulement par rapport au gouvernement précédent, un changement de politique par rapport quasiment à tout ce que l'on fait, je dirais, depuis 40 ans. Donc, est-ce qu'on aura... Vous pensez qu'il est réel, ce changement de politique? C'est ce que vous a inspiré la prise de parole d'Emmanuel Macron la semaine dernière? Je pense que si l'on prend au sérieux ce qui est dit,
Si c'est une manœuvre politique, si c'est un coup de com', on verra ce qui se passe et il ne se passera pas grand-chose, comme d'habitude dans les coups de com'. Si on prend au sérieux la réorganisation du monde qu'on a sous les yeux, ça exige véritablement un changement lourd de politique par rapport à ce qui se fait depuis 40 ans, et je dirais même par rapport au programme des partis. On voit bien par exemple que le Rassemblement national est à la fois le parti du redressement national, de la souveraineté, et puis socialement il lâche aussi. C'est-à-dire, donc la rupture, elle n'est pas seulement par rapport à ce qu'on fait. Ils ont toujours été favorables à un fort budget en matière de défense. Oui, mais ils ne voulaient pas... Plus peut-être que les LR, l'UMP... Ok, je pense que ça va demander des révisions. Ce que je veux dire par là, c'est que il n'y a pas d'un côté simplement ceux qui exerçaient le pouvoir et les autres. Je pense que c'est une reconfiguration des propositions de tous les partis, y compris de ceux qui se disent hors système, si on veut vraiment faire les choses sérieusement. Est-ce qu'on peut augmenter, François Cornu-Gentil, notre budget de la défense en gardant nos engagements européens? Je m'explique. Sur le plan des principes, vous allez me répondre oui, bien sûr, avec forte emphase peut-être. Mais est-ce qu'on peut augmenter le budget de la défense sans réduire les dépenses sociales et en passant sous les barres des déficits des 3%? Parce que ça, c'est l'engagement qu'a pris la France pour 2029, après un recadrage par Bruxelles par rapport à la procédure qui était celle lancée contre Paris pour dépassement excessif. Le sujet délicat, sérieux à traiter, c'est pas seulement les 3%, parce que visiblement on va vers un assouplissement, c'est la charge de la dette qui risque de devenir intenable pour la France. Donc les efforts, ils sont nécessaires, pas pour faire plaisir à Bruxelles qui est plus souple, mais parce qu'on est en passe d'être étranglé par la charge de la dette qui est en train de devenir le premier budget national. Donc effectivement, il y a une prise de conscience à voir générale. Alors comment on fait par rapport à cette charge de la dette, justement? Je pense qu'il y a, avant les solutions techniques, chacun a sa marotte, c'est le budget de l'État, c'est plutôt le budget social. Oui, je pense qu'il faut la prendre partout, en réalité. Il n'y a pas... Mais ça, c'est ce qu'on a toujours fait, aussi bien à gauche qu'à la droite. Non. Avec la RGPP, sous Sarkozy, et ensuite avec Hollande, on a tapé dans tous les budgets, y compris le budget de la défense, en disant que c'était pour des questions de souveraineté, d'ailleurs. Ce qu'on a fait, c'est de la politique, effectivement, sans intégrer le long terme. C'est-à-dire, et à court terme, vous pouvez faire que des coups de rabot. Alors, ils sont plus ou moins intelligents. Et la défense, c'était quand même un terrain où on rabotait pas mal. On rabotait un petit peu. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a pris. Là, si on veut prendre au sérieux ce qui est annoncé, ça veut, dans une situation politique où le président est affaibli, il n'y a pas de majorité. Oui, c'est déjà compliqué à faire avec une majorité qui peut prendre peur. Vous en savez quelque chose. Peut prendre peur par rapport à ce qu'il y a à faire. Quand vous n'avez pas de majorité, c'est encore plus compliqué. Donc, si on veut avoir une chance de réussir, je crois qu'il est très important de dire la vérité sur l'état du pays, et je pense aussi qu'il faut avoir un projet. Non, oui, la vérité, on l'a dit depuis longtemps. On sait que les finances, enfin en tous les cas c'est dit, c'est documenté, que l'état des finances est dans un état complètement lamentable, que la charge de la dette augmente, etc. Ça fait, on doit être, on a dû connaître plusieurs campagnes présidentielles depuis 2007 où déjà c'était un thème. La vérité pas seulement sur notre désastre financier, la vérité sur les enjeux gravissimes qui sont devant nous, et donc la nécessité de mettre de l'argent là-dessus. Et donc, en gros, je ne pense pas qu'on pourra demander des efforts aux Français en leur disant, tiens, c'est simplement, c'est sympathique pour les militaires et les industriels d'augmenter le budget de la défense. Il faut que cette augmentation du budget de la défense s'intègre dans un vrai projet. Est-ce qu'on peut augmenter le budget de la défense, François Cornu-Gentil, sans demander des sacrifices? J'aime pas la notion de sacrifice. Est-ce que c'est pas le problème? La politique, c'est pas plus. Est-ce que les Français seraient pas prêts justement à consentir au sacrifice? Je pense que les Français sont prêts à des efforts s'il y a un plus pour leur pays. Je pense qu'il y a une fibre nationale qui existe dans ce pays. Je pense que si on la fait vibrer, les gens sont jamais contents de payer des impôts, c'est certain. Je pense que si les gens, mais aujourd'hui ils sont particulièrement révoltés parce qu'ils ont l'impression d'une gabegie invraisemblable. S'ils savent où on les emmène, s'ils considèrent que le but est important, je pense que les Français suivront. Est-ce que c'est pas plus que des efforts? Est-ce qu'il faut pas renoncer à certaines choses? Et est-ce que c'est pas ça qu'il faut proposer aux Français et dire à quoi on renonce? Je suis ancien élu local. Tous les élus locaux vous expliquent qu'ils gèrent très très bien, mais que c'est l'État qui gère mal.
Et inversement. La vérité, c'est qu'il y a des marges considérables et au niveau national et au niveau local. Où ça, par exemple? Au niveau national, par exemple. Partout. Un exemple. Mais partout, parce que je pense que au niveau les effectifs, national. dans certains les effectifs ministériels, les effectifs des ARS, les effectifs, etc., ça me paraissent énormes. Alors, ce qu'il y a, et au niveau local? Au niveau de l'école, je pense que dans les régions, dans les municipalités, il y a des marges de manœuvre. Alors, effectivement, la difficulté, c'est que si vous les pointez du bois... Donc vous pensez qu'en réduisant les frais de fonctionnement d'un certain nombre d'administrations, on fera suffisamment d'économies pour le budget de la défense? Je pense qu'on peut déjà en faire pas mal. Je pense qu'on peut en faire pas mal. Un peu d'affouérisme. Mais ça ne peut pas être fait en désignant des mauvais gestionnaires. Tout le monde est très bon gestionnaire. Donc il faut arriver à engager... Et en plus, c'est pas par coup de rabot. C'est sur 5 ans qu'on peut... se redonner des marges. Donc je pense qu'il faut engager des discussions qui permettent d'aller par étapes vers une gestion beaucoup plus saine. Et donc alors si on reste dans l'immédiat, il n'y a que le coup de rabot et ça c'est mortel. Justement, revenons au coup de rabot et revenons à une affaire pour laquelle vous avez été aux premières loges. C'est une affaire qui a maintenant bientôt presque 10 ans, 8 ans en tous les cas. Vous étiez aux premières loges quand a éclaté en juillet 2017 la crise entre le général de Villiers et le président de la République, car c'est devant vous, qui était parlementaire à l'époque, que le chef militaire avait déclaré, je le cite, « Je ne me laisserai pas baiser comme ça ». Je reprends la formulation parce que vous me l'aviez confirmé en plateau ici même. Le chef de l'État avait ensuite humilié le chef d'état-major et s'en était suivi la démission retentissante du général de Villiers, première crise du quinquennat Macron, du quinquennat 2017-2022. Qu'avez-vous ressenti en entendant Emmanuel Macron la semaine dernière, vous qui aviez connu cette scène, vous qui aviez connu et suivi cette affaire? Alors effectivement, je dirais c'est le triomphe du général de Villiers. C'est-à-dire le général de Villiers a été le premier à tirer la sonnette d'alarme sur le jeu un peu convenu et habituel entre les présidents de la République successifs qui annoncent un plus pour la défense et puis en cours de gestion, finalement, Bercy récupère, sans qu'on s'en aperçoive, un peu d'argent. Donc, le général de Villiers avait été particulièrement choqué parce que Emmanuel Macron avait voulu annoncer qu'il se séparait de cette politique de double langage et il démarrait en prenant 800 millions au budget de la défense. Et donc, le général de Villiers a rendu service au pays, je pense, en posant le problème de notre double langage duquel il faut sortir. Mais est-ce que cette démission avait servi à quelque chose pour justement stopper l'hémorragie du budget des armées? Je suis convaincu que oui, parce que par la suite, le budget a été beaucoup mieux tenu sur les années qui ont suivi. Et je pense que sans le coup de semonce... Vous faites un lien? Ah oui, c'est sûr. Avez-vous rencontré des réticences parmi vos interlocuteurs pour augmenter le budget des armées quand vous étiez au cabinet de Michel Barnier? C'est pas tellement au cabinet de Michel Barnier, je penserais plus à mon expérience à la commission des finances. Les commissaires de la finance, à part celui qui connaît les questions de défense, donc le chargé du ministère de la Défense, tous les autres sont intimement convaincus qu'il y a des marges énormes dans le budget de la défense. Un rapporteur général comme Charles de Courson, il est persuadé que le lobby militaro-industriel abuse. Donc je pense qu'il y a vraiment... On posera la question. Oui, qu'il y a des marges. Il a à la fois tort et raison. C'est-à-dire, je pense que oui, il y a des choses, y compris au ministère de la Défense, qui peuvent être mieux gérées, mais même si on gère mieux un certain nombre de programmes, il faut mettre plus par ailleurs. De combien il faut augmenter le budget de la Défense? Sébastien Lecornu dit qu'il faut porter le budget à 90, voire à 100 milliards d'euros par an. C'est-à-dire une multiplication quasiment par 2. On est à 50 aujourd'hui, exactement, c'est tout à fait ça. Il n'a pas tort. Quand avait éclaté la crise avec le général de Villiers, on était à 35. Oui, on est passé à 35, on est à 50, maintenant on demande à 90 ou à 100. Exactement. On peut comprendre Charles de Courson. Il a pas tort. Oui, alors, soit les tremblements de terre auxquels on assiste sont des épiphénomènes et on peut continuer qu'à l'avance, soit on pense que ça peut un jour avoir des conséquences très graves et il faut faire ce qu'annonce Sébastien Lecornu. Je pense que les chiffres sont crédibles, que la montée en puissance va être très exigeante.
importante. Il faut aussi voir est-ce que la France souhaite rester vraiment dans le peloton de tête en matière de défense. Nos amis anglais, nos amis allemands ont un PIB supérieur au nôtre. Et donc, par exemple, les Anglais sont à peu près à un effort de défense quasiment de 10 milliards de plus par an aujourd'hui. Et ils vont monter. Donc, ce qui se joue aussi, c'est pas simplement notre réajustement à nous, c'est est-ce qu'on veut rester dans le peloton de tête européen, notamment face aux Anglais et aux Allemands. Je pense que si on ne se hisse pas à ce niveau de 100 milliards, on dit toujours que les Allemands, ils n'ont pas une vraie armée, que les Anglais, ils ont beaucoup de problèmes. Peut-être, sans doute, mais ils sont en train de mettre beaucoup plus de milliards que nous, et à terme, ça peut peser. Donc il y a vraiment un enjeu pour rester au niveau. Des milliards, pourquoi faire, François Cornu-Gentil ? Pour assumer tous les risques qui sont devant nous, hein. Et c'est pour ça que je souhaite, moi, pas seulement une revue de programme, comme a dit le président de la République, qui se fait un document un peu à huis clos, où les états-majors et les industriels discutent entre eux. Je pense qu'il faut une revue de programme pour voir tous les dangers auxquels nous sommes confrontés et qui demanderont des efforts. Encore un livre blanc Parce que notre problème, c'est qu'on n'arrive pas à définir qui est l'ennemi. Oui, mais on voit qui est l'ennemi. Je pense que ça ne sert à rien de pointer pour faire la guerre. Non. En revanche, où sont les dangers ? Je pense qu'on a bien des entreprises de déstabilisation très lourdes qui sont dans tous nos territoires d'outre-mer. Comment l'armée y répond ? Qu'est-ce qui relève de l'armée ? Qu'est-ce qui relève d'autre chose ? Je pense que l'immigration... Des problèmes de déstabilisation en outre-mer, ce n'est pas les mêmes problèmes que rencontrent les Polonais ou les Lettons. Non, mais c'est sûr. Je pense que depuis un certain nombre d'années, les problèmes d'immigration sont devant nous. Quel problème de défense que peuvent poser les problèmes d'immigration ? Je pense que le contrôle de la Méditerranée, c'est un vrai sujet pour nous, à travailler avec nos amis italiens, avec nos amis espagnols. Pour le moment, Vous pensez qu'il faut mettre des frégates pour empêcher les... Je pense qu'il faut au moins discuter. Les migrants de venir sur les côtes ? Et on voit bien qu'un certain nombre de pays souhaitent utiliser cela comme arme pour nous déstabiliser. Est-ce qu'on reste dans les procédures habituelles dont on doit bien constater qu'elles ne sont pas complètement efficaces, ou est-ce qu'il faut se poser collectivement des questions ? Je pense que poser la question, j'ai pas la réponse, c'est justement parce que... Et ce qui m'inquiète, c'est que le problème est posé finalement depuis une dizaine d'années et qu'on n'a pas beaucoup avancé. Donc, pourquoi on n'a pas beaucoup avancé ? Est-ce qu'il y a eu des réticences par rapport à ça ? Y compris, vous voyez, je pense que je comprends nos amis marins. Ils disent c'est pas notre métier. Nous, ils ont une conception. Mais on peut comprendre que les marins n'ont pas envie de rentrer dans une guerre hybride ou d'être les matons de la Méditerranée. Je comprends très bien, mais sauf que c'est le problème qui se pose au pays. Donc quelle est notre solution aujourd'hui ? Voilà. Donc je crois qu'il y a besoin beaucoup plus que d'une rue. On pourrait poser les mêmes problématiques pour nos approvisionnements en énergie, en matières premières, etc. Comment la défense s'implique là-dedans ? Et je pense qu'une revue de programme n'est pas suffisante pour aller sur ces questions qui sont très lourdes et très complexes. Il faudrait un nouveau livre blanc aujourd'hui ? Peut-être. Je pense qu'il faudrait un travail en 2 étapes, voir à court terme de quoi on a besoin. Soit il y a à peu près consensus là-dessus, on est sur des questions très militaires au sens étroit du terme, des munitions, la frappe en profondeur, il y a un consensus pour aller vite là-dessus. En revanche, sur toutes les questions qui obligent à repenser complètement la défense, il y a besoin d'un travail beaucoup plus approfondi que ce qu'on est en train de faire. Que pensez-vous d'une banque du réarmement avec quelques pays, une banque européenne avec quelques pays, dont le Royaume-Uni ? Oui, pourquoi pas ? On peut faire un certain nombre de choses. Je crois que les problèmes de financement, encore une fois, les financements de l'industrie, y trouveront facilement leur résolution si les budgets sont fiables et augmentent en conséquence. Et donc le vrai sujet, c'est l'augmentation des budgets. Est-ce une bonne idée de puiser dans les avoirs russes ? Je suis très partagé là-dessus. C'est sûr que c'est un atout que l'Europe peut avoir. Faut bien faire attention aux conséquences. Pourquoi ? Parce que c'est du vol, en fait. Pour la bonne cause, mais c'est du vol. J'en sais rien. La France, l'Europe aura besoin de financement. Quel mécanisme ça crée par des... Il faut voir les conséquences. Voilà, ça ne me dérangerait absolument pas de les prendre. Sur le plan éthique, ça ne vous gêne pas, mais voilà, c'est les risques de réplique qu'il peut y avoir. Voilà. Donc si les risques sont minimum, pourquoi pas ? S'il y a des vrais risques, ça sera bien d'avoir réfléchi. S'il y a une menace russe ou pas. C'est mieux de voir ces genres de choses comme le Sahara occidental, il faut y réfléchir avant. Vous regrettez ?
Je pense qu'il fallait réfléchir, qu'on n'a pas réfléchi. Vous reprochez à Marine Le Pen ses critiques contre l'idée d'un partage de la dissuasion nucléaire. Vous êtes pour le partage de la dissuasion nucléaire, gaulliste comme vous? Je pense que le problème n'est pas le partage. Je pense que Marine Le Pen a trouvé ce slogan et ces éléments de langage pour ne pas répondre. Elle exagère. Je ne veux pas qu'elle exagère, mais elle essaie de ne pas répondre. Elle voit bien que ça la met un peu en difficulté. Le vrai sujet, il n'est pas question du tout de partager le nucléaire. Il est question de voir si, effectivement, on peut intéresser nos amis allemands au type de protection qu'on pourrait avoir. Alors, l'erreur, là aussi, c'est peut-être d'avoir parlé trop vite. Donc, ça permet... je pense qu'il aurait fallu un projet finalisé, l'annoncer en franco-allemand. Je pense que ça aurait eu un effet beaucoup plus fort. Est-ce que là, on risque d'entrer dans une discussion plus politiciennes qui ne sont pas complètement au niveau. Merci beaucoup François Cornu-Gentil d'avoir justement apporté votre éclairage et votre expérience de conseiller du Premier ministre sur ces questions de défense. On continuera à en parler, vous reviendrez nous voir et bien sûr on fera sans doute une revue de détail une fois qu'on aura eu peut-être une revue des programmes. Merci beaucoup. Dans l'actualité, eh bien, justement, il y a la guerre en Ukraine et il y a eu, qui a été marqué ces dernières heures, notamment par cette déclaration de Vladimir Poutine. Но есть вопросы, которые мы должны обсудить. И думаю, что нам нужно и с американскими нашими коллегами, партнерами на этот счет переговорить. Может быть, с президентом Трампом созвониться и вместе с ним пообсуждать. Но сама по себе идея закончить этот конфликт мирными средствами нами поддерживается. Bonjour Erwan Lestrohan. Bonjour. Poutine accepte l'idée d'une trêve. Apparemment, les Français ont perdu leur pari. Oui, c'est vrai qu'on avait fait notre sondage avec le Figaro et Backbone Consulting avant cette annonce de Vladimir Poutine, en demandant aux Français ce qu'ils pensaient de ce cessez-le-feu. Alors ils étaient extrêmement sceptiques et dubitatifs, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils étaient 45% uniquement à pronostiquer que Vladimir Poutine accepterait ce cessez-le-feu, mais surtout, ils étaient uniquement 30% à penser que ce cessez-le-feu ne déboucherait pas sur une paix durable. Autrement dit, pour eux, c'était pas une solution de règlement du conflit, plutôt une solution temporaire. Mais ceci dit, ils accueillaient tout ça avec scepticisme. Quand on voit l'ensemble des conditions suspensives mises en avant par Vladimir Poutine, on peut se dire que leur scepticisme est quand même assez fondé. Ça, ils ne croient pas à une paix durable. La peur de la Russie, elle, ne cesse d'augmenter. Oui, ça c'est vrai que c'est un point très important et c'est la bascule de l'opinion qu'on mesure en ce moment. Quand on Il y a une bascule sur la peur de la Russie. Sur le plan français. Ouais. C'est-à-dire que quand on demande aux Français est-ce que la guerre en Ukraine représente selon vous un risque important pour l'Europe, ils sont plus de 8 sur 10 à nous dire oui. Pour le monde, ils sont plus de 7 sur 10 à nous dire oui, mais c'était déjà le cas en avril 2022 au déclenchement du conflit ukrainien. Aujourd'hui, il y a 75% des Français qui disent qu'il y a un risque important lié au conflit en Ukraine pour la France. Et surtout, ils sont 58% à dire c'est un risque important pour moi-même. Ils étaient que 25% à le penser. Donc aujourd'hui, le conflit russo-ukrainien s'est profondément intégré en France et dans le système de réflexion des Français pour eux-mêmes. Alors c'est très intéressant. Qu'est-ce qui a fait basculer en quoi les Français pourquoi les Français, qu'est-ce qui a fait basculer les Français et en tout cas faire parvenir une majorité de personnes à cette idée que la Russie constitue une menace pour elle-même. On peut imaginer que le grain de sel dans toute cette confiance des Français, c'est vraiment ce qui fait dérailler les choses, c'est la perspective liée à l'élection de Donald Trump. En réalité, la menace militaire russe, elle était déjà connue des Français, c'était déjà un sujet qui représentait un risque important pour eux. Ce qui est nouveau pour les Français, c'est cette nouvelle politique extérieure américaine depuis l'élection de Donald Trump. Ils sont plus de 8 sur 10, les Français, à dire que ça les inquiète. Et c'est vrai que ce sentiment qu'il n'y a plus l'assurance liée à la politique extérieure des États-Unis. Ils se sentaient protégés par les Américains. En quelque sorte, aujourd'hui, et c'est une des nouveautés aussi dans l'opinion dans la période actuelle, c'est que 2 tiers des Français considèrent que les États-Unis ne sont plus un allié de la France et de l'Europe. C'était ce que montrait le sondage qui a été fait la semaine dernière. Absolument. Et c'est vrai que dans ce contexte-là, nécessairement, si on a peur de la Russie et en plus on considère que les USA ne sont plus un allié, ça fait de plus en plus peur ce conflit. Qui parmi les Français
ont le plus peur de la Russie? Et bien alors c'est relativement diffus, c'est ça qui est intéressant à observer, c'est que finalement, étant donné que les menaces sont à la fois sécuritaires, économiques et politiques, l'inquiétude est diffuse. Autour de 6 Français sur 10, quelle que soit leur catégorie, nous disent que cette situation les inquiète. Mais parmi les plus inquiets, on trouve quand même 2 populations qui sont peut-être inquiètes pour des raisons différentes. C'est les cadres d'une part. On sait que c'est une population qui s'intéresse beaucoup plus à la géopolitique internationale. Et d'autre part, les Français qui appartiennent aux foyers les plus modestes. Eux, ce qu'ils craignent peut-être, c'est que comme en 2022, on a un effet désastreux sur le pouvoir d'achat de la situation politique actuelle. Pour aller dans votre sens sur le scepticisme par rapport à la sincérité de Vladimir Poutine quant à son engagement sur une trêve, les Français ne sont pas les seuls, puisque à l'instant on apprend que Berlin critique, je cite, la manœuvre dilatoire de Poutine sur une trêve. Donc, à voir, ce sentiment risque d'être répandu, en tous les cas, non seulement chez les Français, mais dans l'opinion publique, au sein de l'opinion publique européenne. En tout cas, ce sera intéressant de suivre ça. Donc, vous le disiez tout à l'heure, Donald Trump aussi fait peur. Qui le craint le plus? Il y a 8 personnes sur 10 qui... À part peut-être les producteurs de vin et spiritueux qu'on aura tout à l'heure. Oui, ça va voir à quelle sauce ils vont être mangés. Mais ceci dit, il y a plus de 8 Français sur 10 qui nous disent aujourd'hui, il y a une menace en France qui m'inquiète liée à la nouvelle politique américaine. Donc ça, c'est une nouvelle menace dans le théâtre international, mais qui se répercute dans l'opinion des Français pour l'avenir de leur pays. Et finalement, l'ensemble des Français sont très majoritairement inquiets sur ce sujet. Il y a un électorat qui est un tout petit peu moins inquiet de la nouvelle politique américaine, c'est l'électorat du RN. Ils sont que 2 tiers à dire que la nouvelle politique américaine... C'est ça que j'allais vous dire, qu'il y a un tiers des Français qui pensent qu'on exagère la menace par rapport à Trump. Oui, alors, mais ça, c'est vrai qu'il y a eu des commentaires négatifs ces derniers jours. C'était intéressant de le mesurer dans un sondage. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de commentaires d'observateurs de la vie politique, de dirigeants de partis politiques, et notamment de la France Insoumise et du RN, qui ont jugé qu'Emmanuel Macron exagérait la menace russe, instrumentalisait le conflit russo-ukrainien à des fins de restauration de sa popularité. Quand on mesure la chose dans un sondage... C'est la menace russe dont je parlais, c'était pas la menace américaine. Vous avez bien fait de me corriger. J'avais rectifié. Quand on mesure la chose dans un sondage, ce qu'on voit, c'est que 6 Français sur 10 nous disent Emmanuel Macron aborde la menace russe dans sa juste mesure. Donc ils le jugent plutôt légitime dans sa posture. Ils sont que 3 sur 10 à nous dire qu'il exagère la menace russe, 1 sur 10 à nous dire qu'il la surestime. Donc les Français valident plutôt la position d'Emmanuel Macron. Il y a quand même une forte minorité. Il y a 30%, c'est quand même pas négligeable. 30%. Et quand on regarde auprès des sympathisants des partis qui ont été les plus détracteurs de la posture d'Emmanuel Macron, c'est intéressant parce qu'on voit que finalement, 50% des RN jugent qu'il exagère, des sympathisants RN jugent qu'il exagère la menace russe, c'est élevé, mais ça montre que c'est pas une opinion parfaitement tranchée dans cette partie de l'électorat. Allons plus loin même. Ce qui est très intéressant dans le sondage, c'est qu'on voit que le RN, sur ces questions-là, est très partagé, ce qui explique, peut-être ce qui donne un éclairage particulier quand on entend et quand on constate, on observe l'embarras de Marine Le Pen et des dirigeants du parti sur ces questions-là. Oui, mais en même temps, le défi est peut-être moindre pour Marine Le Pen, parce qu'on sait que l'électorat RN est quand même beaucoup plus préoccupé par le contexte franco-français que par le contexte international. Les questions géopolitiques arrivent vraiment distancées dans les préoccupations majoritaires des sympathisants RN. Ce qui n'est pas le cas pour d'autres segments de l'électorat ? Non, pas du tout. Par exemple, les sympathisants du centre, et plus particulièrement du centre droit et du centre gauche, sont fortement préoccupés par les questions internationales, se situent un peu au-dessus du contexte national dans leurs préoccupations, ce qui n'est pas le cas des électeurs RN qui placent très majoritairement la question de leur propre pouvoir d'achat et de l'immigration sur le sol français en tête de leurs préoccupations de sondage après sondage. Ce qui est intéressant, si on regarde quand même comment l'opinion perçoit la menace, c'est qu'à ses yeux, l'ennemi principal reste le djihadisme. Alors, oui et non, Vincent. C'est-à-dire que 82% des Français nous disent que la menace liée au terrorisme islamiste les inquiète. Et c'est la menace qui arrive en première position quand on les interroge sur les différentes menaces qui pèsent sur le contexte national. Mais il y a aussi 81% des Français qui disent que la nouvelle politique américaine les inquiète, 75% qui disent que la menace militaire russe les inquiète, et c'est
tout à fait caractéristique de la période actuelle. On est dans un contexte d'addition des menaces, où on a des menaces sur la sécurité, sur l'économie, sur la politique, et qui viennent de différentes origines. Derrière ces réponses, on devine un grand pessimisme de l'opinion. Oui, c'est le point actuel, c'est que finalement, aujourd'hui, mais qu'ils soient jeunes, qu'ils soient vieux, qu'ils soient cadres, qu'ils soient ouvriers, les Français sont pessimistes. Alors pour des raisons diverses, parce que économiquement, on a le sentiment que la France va vers une certaine débâcle, pour des raisons qui peuvent dégrader vos finances personnelles, qui peuvent dégrader les finances publiques. Il y a la question de la stabilité politique qui inquiète beaucoup les générations les plus âgées. Il y a un ensemble de menaces et une addition des menaces qui pèsent énormément sur la confiance en l'avenir des Français, que ce soit la confiance en l'avenir économique du pays, en la stabilité politique internationale. On voit bien que cette ronde des menaces qui pèsent sur la France généralise l'inquiétude dans la population. Quelles sont, en termes d'âge, les catégories les plus inquiètes sur l'avenir ? Finalement, on ne trouve pas de catégorie plus inquiète que les autres pour l'avenir de la France quand on regarde les résultats par catégorie d'âge, mais les sensibilités aux menaces ne sont peut-être pas les mêmes. C'est-à-dire que la sensibilité à la stabilité politique est beaucoup plus importante chez les Français les plus âgés. L'inquiétude liée au risque environnemental, à la récession économique, elle est plus élevée chez les Français les plus jeunes. Donc on voit vraiment cette disparité entre les jeunes et les vieux sur la question environnementale, par exemple, versus la situation financière et géopolitique. Voilà, tout à fait. On le retrouve, mais ceci dit, et c'est ça qui dit beaucoup du pessimisme actuel, c'est qu'il est alimenté par une multitude de menaces, et finalement, qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux, on a des menaces qui pèsent beaucoup sur notre tranquillité au quotidien. Si on regarde en termes de catégories socio-professionnelles, on observe également ce même caractère diffus ? Absolument, mais avec des inquiétudes qui ne sont pas les mêmes. Des ouvriers qui sont très inquiets pour l'avenir de la France parce que ça peut peser sur leur pouvoir d'achat, et en termes de dépenses quotidiennes sur les prix, et en termes d'augmentation potentielle des impôts pour les classes moyennes, et des cadres qui sont peut-être tout aussi inquiets que les ouvriers, mais qui le sont plus sur des plans de géopolitique internationale. La passion triste, donc dominante aujourd'hui, c'est l'inquiétude. Oui, mais alors les Français sont, quoi qu'il arrive, un peuple d'irréductibles pessimistes. Dans les classements internationaux, la France arrive régulièrement sur le podium des pays les plus pessimistes pour l'année à venir. On est un peuple pessimiste, et le contexte international nourrit encore plus ces réserves. Édouard Philippe doit se rendre en Israël bientôt. Il a une carte à jouer en matière internationale. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on a vu tout à l'heure que 6 Français sur 10 nous disent Emmanuel Macron aborde la situation russe dans sa juste mesure. Néanmoins, quand on cite une liste de personnalités aux Français et qu'on leur demande pour chacune de ces personnalités si elle était à la tête de l'État, est-ce que vous lui feriez confiance pour résoudre les problèmes auxquels la France est confrontée? Celui qui arrive en première position en indice de confiance, c'est Édouard Philippe. 43% de confiance. Et Bruno Retailleau et Marine Le Pen sont bien placés aussi. Ouais, 38% pour Bruno Retailleau, 36% pour Marine Le Pen. Édouard Philippe, c'est celui qui arrive en première position, et c'est pas anodin, parce que 43% de confiance versus 36% pour Marine Le Pen, il y a quand même un écart significatif entre ces deux potentiels finalistes de l'élection présidentielle de 2027, si on en croit les sondages qui sont réalisés aujourd'hui. Il y a un écart aussi très fort, 43% de confiance pour Édouard Philippe, avec Emmanuel Macron, 33% uniquement, quand bien même on sait que c'est un bon représentant de la France à l'étranger, notre président. Et Emmanuel Macron continue d'ailleurs de bénéficier de l'effet drapeau ? De façon relativement réduite, c'est-à-dire que avant l'altercation dans le bureau ovale entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump, 25% des Français considéraient qu'Emmanuel Macron était un bon président. Depuis 2 semaines, les choses ont peu évolué. La semaine dernière, ce qu'on voyait, c'est que 29% des Français considéraient qu'il était un bon président. Alors, c'est un effet drapeau assez peu sensible, plus 4 points dans l'opinion. Néanmoins, ça fait un petit moment que sa cote de popularité n'avait pas connu une hausse. Donc, il y a un effet drapeau, il est relativement limité. Il reste une figure importante pour représenter la France à l'international. Il y a toujours un Français sur 2 qui considère qu'il représente bien la France à l'étranger. Mais ce que nous montre
l'écart entre la confiance qui lui est accordée et celle qui serait accordée à Édouard Philippe s'il était le chef de l'État, c'est que quand bien même Emmanuel Macron a la bonne attitude, il n'est pas dans l'esprit des Français la personne de référence sur ces sujets dans la politique nationale. Jean-Luc Mélenchon est le grand absent. Oui, alors on l'a testé en potentiel de confiance dans notre sondage. Uniquement 14% des Français lui feraient confiance pour résoudre les menaces qui pèsent sur la France actuellement. 14%, et ça ne va pas vous étonner, c'est extrêmement clivé. 78% des sympathisants LFI lui feraient confiance pour résoudre les problèmes qui se posent en France. Moins de 20% des répondants dès lors qu'on se place au-delà des frontières de la France insoumise. Merci beaucoup Erwan Lestran. Je signale que ce sondage Doxa Backbone Consulting est à retrouver sur le site du Figaro et bien évidemment sur le site de Doxa et de Backbone Consulting. Merci beaucoup. Il y a une autre menace, c'est celle que fait planer Donald Trump sur nos vins et spiritueux. On a pu le lire sur son réseau social, Truth Social, ces dernières heures. Plus de 100% sur tous les vins, champagne et alcool importés de France et d'autres pays de l'Union européenne. C'est en tout cas la menace qu'agite le locataire de la Maison-Blanche et à laquelle a réagi ce vendredi le ministre de l'économie. C'est pas une surprise. On sait que Trump, c'est un négociateur et que sa façon de négocier, c'est d'abord d'augmenter les tariffs, comme il dit, les droits de douane. Et dans ces cas-là, il faut qu'on se mette sur un pied d'égalité parce que c'est une négociation. Donc, on va faire pareil. C'est une guerre idiote, comme toutes les guerres d'ailleurs. Mais si on veut pouvoir négocier avec lui, il faut qu'on se mette à armes égales. Donc, on va aussi monter les tarifs. C'est une compétence de la Commission européenne. Évidemment, on parle à la Commission tous les jours. Et puis après, il faut qu'on discute avec les Américains pour refaire baisser et la tension et les tarifs. Et c'est ce à quoi nous nous employons. Bonjour Gabriel Picard. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux. On va y revenir, mais vous êtes également basé en Bourgogne, à Chassagne-Montrachet. Quel est justement l'état d'esprit dans ce haut lieu des vins de Bourgogne, à l'heure où on se parle, après la formulation de cette menace de la part du président américain ? Ouais, effectivement, il est double. À la fois, il n'y a pas de surprise parce on s'attendait tous à des positions un peu dures de la part de M. Trump. Puis il y a une forme de sidération par rapport au montant de ce qu'il a annoncé. 200%, c'est simplement stratosphérique, c'est colossal et c'était hors de toute prévision. Hors de toute prévision, donc il n'y a pas de surprise, mais enfin, on a été quand même un peu surpris. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Exactement. Question aux négociants que vous êtes et au président de la Fédération des exportations des vins et spiritueux français. Si Donald Trump mettait sa menace à exécution, on précise que pour l'instant, ça n'est pas le cas, quels sont les produits qui pourraient le plus souffrir sur le marché américain ? Alors la réponse, elle est vraiment très simple. Si vraiment 200% de taxes et de tarifs étaient passés sur nos produits, ça veut dire qu'il n'y a plus 1 litre, 1 goutte de vin ou de spiritueux qui arrive sur le sol américain. C'est l'arrêt total des exportations. Il n'y a plus d'exportation. Pourquoi ? Tout simplement parce que les prix seraient simplement hors marché sur le marché américain. Simplement pour vous donner une petite idée ou une règle que l'on a, quand on parle d'une hausse de prix de 1%, en général, sur un marché un petit peu macro, ça se traduit par une baisse de volume de 1%. Vous imaginez 200% de hausse de prix, ça veut dire qu'il n'y a plus de marché. Est-ce que vous êtes rassuré par la réaction des autorités françaises ? On a entendu à l'instant Antoine Lombard, Laurent Saint-Martin également, ministre du Commerce extérieur, promet des répliques. Ça vous rassérène ? En fait, il y a deux choses. C'est-à-dire que la posture des autorités françaises, on la comprend parfaitement. Et ce que dit M. Lombard ou ce que dit Laurent Saint-Martin est absolument juste. Dans une négociation, il faut s'y préparer, il faut établir un rapport de force et il faut l'assumer. Donc ça, c'est tout à fait entendable. Le point d'alerte que l'on a, parce que ça fait plusieurs semaines et plusieurs mois en fait que l'on travaille en amont avec les autorités françaises et surtout aussi avec la Commission européenne, c'est l'entame de négociations. Et on considère que le fait de ne pas avoir sorti le Bourbon et d'avoir rajouté les spiritueux et l'ensemble des vins dans cette première approche de liste est une erreur tactique de la part de la Commission européenne. Et je vais m'expliquer.
Et donc, autant on comprend la posture, autant on n'est pas d'accord sur la méthode employée. Gabriel Picard, vous allez vous expliquer parce que ce qu'on aimerait bien comprendre, c'est, et en tous les cas, la question qui vient un peu à l'esprit, puisqu'on entend quand même un certain nombre de réactions en ce moment dans le vin, dans le cognac, dans le champagne, c'est que la Commission européenne a répliqué déjà dans un premier temps en augmentant en tout cas en menaçant d'augmenter les taxes sur le bourbon et le whisky américain, parce que déjà les États-Unis se sont attaqués à l'industrie européenne via notamment l'acier. Absolument, mais j'aimerais être très clair sur le sujet. Notre position n'est pas de dire que l'Europe ne doit pas réagir. Notre position est de dire que l'Europe doit réagir. Et comme le dit M. Lombard, c'est toujours idiot, mais c'est malheureusement nécessaire et c'est ce rapport de force que nous impose Donald Trump. Donc le sujet n'est pas là. En revanche, réagir et réagir puissamment, ça suppose de le faire intelligemment. Et je vais vous expliquer pourquoi la position ou la départ de négociation que l'Europe mène en mettant en avant les vins et les spiritueux n'est pas bonne. Qui sont les producteurs de vins et de spiritueux américains? Ce sont les États de la Californie, démocrates. C'est l'État pour le Bourbon du Kentucky, avec le sénateur McConnell, qui est aujourd'hui républicain, mais un opposant interne à Donald Trump. Donc en s'attaquant au Bourbon et en s'attaquant au vin américain, on s'attaque à nos alliés. L'autre chose, c'est que l'agriculture en général et les vins et spiritueux en particulier ne représentent pas grand-chose pour M. Trump. Donc c'est pas quelque chose qui va lui poser un grand souci. En revanche, ça lui permet, en agitant ce chiffon rouge, d'agir sur un sujet qui est très majeur pour nous, Européens, et pour nous, Français. Je le rappelle, quasiment 4 milliards d'exportations sont en jeu, s'agissant de la France. Donc c'est un sujet qui est de faible importance pour l'économie américaine, qui est de quasi-importance nulle pour M. Trump, qui fait qu'on s'attaque à nos alliés au moment où on devrait créer un rapport de force sur des sujets qui comptent pour M. Trump. Et notre Gabriel position Picard, est de dire qu'il y a d'autres sujets qui comptent. Alors, pas les vins et les spiritueux. Précisément, Gabriel Picard, on a bien compris que la réplique de l'Union européenne de s'attaquer soit au Bourbon, soit au whisky américain, soit même au vin californien, c'est pas la bonne réplique. Mais quelle est, selon vous, la bonne réplique pour les Européens? Je vous pose la question différemment. Est-ce que vous n'êtes pas en train de me dire ça parce que ça vous arrange pas donc est-ce que vous n'êtes pas un peu jugé parti quand vous me dites ça? Alors, j'entends votre point, c'est certainement pas le cas. Ce qui compte, c'est l'efficacité de ce qu'on entame comme démarche et de ce qu'on obtiendra dans la négociation. Je dis simplement que s'attaquer aux vins et spiritueux américains est totalement inefficace, inopérant, par rapport à nos enjeux qui sont bien plus larges que le secteur des vins et des spiritueux. Et si on veut créer et assumer un rapport de force, plutôt assumer un rapport de force avec M. Trump, il faut le faire sur des sujets où potentiellement il a des enjeux. Lesquels? Et je vais vous prendre un exemple. Ouais. Il y a deux grands pôles dans la balance commerciale européenne comme dans la balance commerciale française. Il y a les biens, il y a les services. Vous le savez aussi bien que moi. Là, on parle des biens, qui est un sujet sur lequel l'Europe est légèrement excédentaire et la France également. Mais si on regarde le sujet des services, qui est un sujet majeur à la fois de l'influence et de l'économie américaine, je pense qu'il y aurait davantage matière à créer un rapport de force sur ce sujet-là. Comme le dit M. Lombard, pour arriver ensuite à un équilibre raisonnable, évidemment, plutôt qu'en s'attaquant à un sujet qui ne compte pas pour les États-Unis. Et les vins et les spiritueux ne comptent pas. Le Bourbon est important pour quelques sociétés américaines, pas pour l'économie américaine. Gabriel Picard, quand vous parlez justement des services, quels seraient par exemple, selon vous, les services sur lesquels les Européens auraient intérêt à surtaxer les Américains? Alors moi, j'ai pas de réponse à vous donner là-dessus. C'est pas le secteur que je connais. Vous avez une idée. Je dis simplement qu'il y a les biens et qu'il y a les services et que les services sont un sujet sans doute dans leur ensemble beaucoup plus sensible auprès de M. Trump que ne le sont quelques biens, dont les vins et spiritueux américains. Que représente pour vous le marché américain? Alors pour la filière française, c'est 4 milliards de facturation et c'est effectivement entre 25 et 30% de nos débouchés à l'export. Donc c'est notre premier client, c'est notre premier marché, c'est notre premier partenaire. Et quel serait le manque à gagner pour vous?
Si, comme on l'a dit, et c'est pas fait, aujourd'hui c'est une menace, mais s'il y avait 200% de droits, il y aurait disparition totale immédiate de 4 milliards de factures. 4 milliards en moins. Alors, oui. Ce que je peux dire, c'est que ça représente directement 1000 entreprises, 40 000 emplois, et indirectement, dans notre filière, dans l'ensemble de nos territoires, en France, vous les connaissez, à peu près 5000 exploitations et 600 000 emplois indirects. Donc c'est majeur. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement français, en plus en tout cas d'une pression sur les Européens pour s'attaquer à d'autres biens que les vins et spiritueux, en tout cas les vins et spiritueux américains? Comment l'Europe, comment le gouvernement peuvent vous aider? Est-ce que vous attendez par exemple des compensations financières en cas de surtaxe américaine? D'abord, on souhaite trouver une solution. Maintenant, et j'ai entendu les débats précédents, vous imaginez bien que 4 milliards de compensations financières, même si on les attendait, je ne sais pas où on va les trouver. Mais moins de 4 milliards... C'est pas le sujet, donc pas de compensation financière? C'est pas le sujet. C'est-à-dire que si on en est là, le sujet sera bien au-delà de tout ça. Donc le vrai sujet du moment, c'est de passer toute notre énergie pour arriver à trouver le bon point d'équilibre entre l'Europe et les États-Unis, effectivement en assumant le rapport de force, mais en le faisant sur des leviers qui sont les bons leviers, pas les mauvais. Alors, j'ai bien compris, et puis vous êtes président de la Fédération d'exportation des vins et des spiritueux, donc il faut qu'il y en ait pour tout le monde, que tout le monde serait touché en cas de problème, en tout cas en cas de surtaxe. Simplement, on imagine qu'il y a des produits qui sont plus exposés que d'autres sur le marché américain. Quels sont les produits qui sont les plus dépendants aujourd'hui en France du marché américain? Est-ce que par exemple le champagne est plus dépendant que le cognac? Alors, il y a des nuances sans doute selon les régions, mais si on prend toutes les grandes régions de vin et de spiritueux, le cognac, le champagne, le bordelais, la Bourgogne évidemment, et j'y suis, la vallée du Rhône, on est tous exposés entre 25 et 35% de notre activité. Alors ça dépend ensuite individuellement des entreprises, mais en masse, tout le monde est exposé de la même manière sur le marché américain. Je vous pose la question différemment. Est-ce que par exemple, pour le cognac, aujourd'hui, le problème, peut-être qu'il est américain, mais le problème principal, c'est en Chine, où il y a une dispositif réglementaire qui pourrait enlever au cognac sa situation de monopole, en tous les cas de monopole en termes d'appellation. En clair, les Chinois pourraient autoriser d'autres produits que le cognac français à se faire appeler cognac, ce qui porterait un énorme préjudice à ce produit et sur ce marché. Alors, si on prend le cas spécifique du cognac, il y a de très grands marchés pour le cognac. Il y a effectivement la Chine et l'Asie, et il y a les États-Unis. Et l'ensemble des deux représente plus de 2 milliards de facturation s'agissant du cognac. Donc c'est colossal. Mais les deux sont tout aussi importants. Les deux sont tout aussi importants. La Chine, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que la Chine n'est pas plus importante pour le cognac que les États-Unis. Non, elle est tout aussi importante que les États-Unis. Est-ce que vous faites confiance à Bruxelles pour vous protéger ? Alors, mon propos est de vous répondre en tant que filière, pas en tant que citoyen. Mon métier et mon job, c'est de pousser Bruxelles à faire qu'on arrive au résultat qu'on veut. Et donc, ça représente beaucoup de travail aujourd'hui ? Ça représente, alors là, pour vous parler très directement, beaucoup d'énergie. Je suis d'abord vigneron et d'abord distillateur. Je ne suis pas homme politique et homme public. Mais dans ce contexte-là, c'est énormément d'énergie pour essayer de convaincre en France et convaincre à Bruxelles, et beaucoup plus que ce que j'aurais imaginé. Voilà, c'est très intéressant ce que vous dites. C'est-à-dire que vous vous heurtez à des réticences. Quel type de réticence et quel type d'inertie, à quel type de réticence et d'inertie vous faites face ? Alors, je pense, et ça c'est une remarque à chaud, que effectivement les choses ont changé et que la lecture du monde de M. Trump ou sa façon d'agir est différente de ce que beaucoup ont connu par le passé. Et simplement, il faut qu'aujourd'hui nos équipes administratives, politiques en France, mais à Bruxelles, changent de lunettes. C'est-à-dire qu'il faut regarder le futur avec les lunettes du futur, pas avec les lunettes du passé. Ça veut dire changer sa manière d'aborder
justement la gestion du rapport de force et la relation avec quelqu'un comme M. Trump. Ouais. Est-ce que justement les lunettes du passé, c'était pas la volonté à chaque fois de ne pas trop se défendre et de pouvoir faire le moins d'être le moins offensif et d'être le moins dans une logique de guerre pour pouvoir garantir le dogme du libre-échange et du commerce international? Alors sans doute, ça a été une ligne directrice longtemps portée et notamment défendue par l'Europe dans sa vision grand marché et non pas puissance politique, puissance de défense. Et j'ai entendu les débats précédents. Donc en fait, en tout cas, avec une personnalité comme M. Trump, il faut s'adapter à lui. Ça ne veut pas dire qu'il faut céder, ça veut dire qu'il faut s'adapter et qu'il y a des réflexes ou des façons de procéder qui doivent être différentes. Et c'est ça que l'Europe doit aussi changer et que la Commission européenne doit changer. Mais vous pensez que des commissaires, des hauts fonctionnaires européens qui ont été dopés, biberonnés au libre-échange et au discours sur le doux commerce pourront mener cette guerre-là? Moi, je pense que nécessité fait loi. Est-ce que vous faites confiance à vos autres homologues européens, notamment italiens, espagnols, allemands, polonais, dans cette guerre? Monsieur Trump a attaqué l'Europe dans son ensemble quand il propose 200% de droits sur les vins et sur les spiritueux. Donc les Espagnols, les Italiens, les producteurs suédois de spiritueux polonais sont dans le même bateau, si j'ose dire. Et donc, effectivement, à nous d'être suffisamment unis et organisés pour faire front ensemble. Et il y va de notre survie, j'allais dire, collective. Et pas qu'en matière de vin et de spiritueux. Je l'ai entendu, il y a des sujets éminemment plus graves et la défense en fait partie. Est-ce que ces homologues vous ont exprimé ces dernières heures, ces derniers jours, des signes de solidarité? Absolument. Et est-ce qu'ils sont prêts à faire front commun avec vous et à monter des task force pour mener cette guerre? Absolument, et c'est des choses qui sont coordonnées au niveau européen. Et la demande très précise, parce qu'on a la même analyse tous, c'est qu'effectivement, le Bourbon et les vins américains soient sortis de cette première liste de rétorsion et qu'on se concentre sur d'autres sujets beaucoup plus pertinents. Je vous pose la question différemment, Gabriel Picard. Comment ça se fait que ce soit le vin français qui soit prioritairement ciblé par Donald Trump et par exemple que ce ne soit pas le vin italien? Est-ce que vous y voyez par exemple l'expression des affinités politiques, le fait que Giorgia Meloni ait une meilleure relation avec Donald Trump que Emmanuel Macron n'en a? Alors ça, je ne saurais pas le juger, mais c'est les vins européens qui ont été visés par Donald Trump. Donc les vins italiens et les vins espagnols sont aussi touchés. Il y a une question quand même qui se pose parce que cette crise des taxes sur les vins, c'est quelque chose qui revient quand même. C'est pas la première en tous les cas. Il y en a déjà eu il y a 8 ans, mais il y avait eu également au moment de la guerre en Irak. Il y en a eu avant pendant les années 80, 90. Sur cette antenne, sur ce plateau, au lendemain de l'élection de Donald Trump, Laurent Benarous, qui est le responsable du cabinet Roland Berger à Paris, nous présentait un rapport qu'il avait envoyé à un certain nombre d'acteurs économiques sur la guerre commerciale que pourrait mener Trump en cas d'élection. C'est un vieux document. La question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous m'avez dit que vous étiez quand même surpris par l'ampleur, mais vraiment vous n'y êtes pas du tout préparé avant? On s'est préparé à ce qu'il y ait un rapport de force qui s'établisse, pas qu'il y ait potentiellement 200% de tarifs qui soient appliqués sur nos produits. Alors après, l'autre sujet, parce qu'on nous parle souvent de ça, c'est à la fois l'avantage et l'inconvénient d'exporter. Notre filière, on est le 3e excédent de la balance commerciale française, avec un peu plus de 14 milliards d'excédents. Et vous le savez, il y a très peu d'excédents dans notre balance commerciale. Et ça fait vivre des personnes et des entreprises sur le sol français. Le revers de la médaille, c'est quand vous exportez, vous êtes exposé. Et effectivement, c'est cette espèce d'équilibre qu'il faut qu'on arrive à trouver. L'autre chose, c'est la diversification des marchés. J'aimerais en dire un mot. Le marché américain, c'est notre premier client et ça se comprend. Le marché asiatique, c'est notre 2e client. Le Royaume-Uni, c'est notre 3e client. 75% de nos exportations sont faites hors d'Europe. Donc le sujet de la diversification est un vrai sujet. Moi, j'ai 2 points. Quand on refuse de ratifier l'accord CETA, qui est un très bon accord avec le Canada et qui a permis de développer nos exports, on ne se rend pas service. Et j'entends tout à fait les débats sur le Mercosur.
Je dis simplement que s'agissant de la filière vitivinicole, c'est un bon accord. Donc, ne pas diversifier, c'est une erreur, mais aidez-nous à diversifier et aidons-nous à diversifier. Et l'appel est lancé. Merci beaucoup Gabriel Picard, merci d'avoir été présent avec nous. Depuis Chassagne-Montrachet. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération des exportateurs des vins et spiritueux et vous êtes président du directoire de Picard Vins et Spiritueux, qui est une entreprise et une réussite 100% française. Merci et bravo. On continue bien sûr de suivre ce dossier. Vous restez avec nous sur le Figaro TV.